BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. François, alors vraiment question d'actualité François, et que beaucoup de Français peuvent peut-être se poser au sein des familles d'ailleurs. François nous dit que ses petits-enfants auront sûrement besoin de l'aide de leur grand-père si l'économie reste longtemps en crise, et il nous demande des solutions pour transmettre à ses petits-enfants, en tout cas des solutions de placement intergénérationnel face à la crise. Alors François, en fait je vais vous dire, je ne sais pas si la solution c'est des placements intergénérationnels, mais François il nous apporte un témoignage qui est en fait très utile, en particulier dans toute la parole politique que l'on entend aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a entendu sur cette question? Premièrement, on a entendu les chiffres de l'OFCE qui nous ont dit qu'il y avait environ 55 milliards d'épargne supplémentaire qui étaient générés par le confinement. Et on a même des chiffres de la direction du Trésor qui évoqueraient un chiffre jusqu'au mois de septembre d'environ 100 milliards de surplus d'épargne à l'occasion de cette crise. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxième chose que l'on a, et c'est une évidence, on a des chiffres sur les pertes d'emplois, etc., c'est que en fait, la crise est subie de manière tout à fait différente selon deux types de populations. Je vais dire, d'un côté, vous avez des inactifs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de baisse des pensions. Donc, si vous regardez la situation des retraités, hormis leurs revenus de leur patrimoine, où là les choses vont peut-être bouger, notamment avec les loyers, notamment avec les SPPI qui vont baisser leur distribution, notamment avec les dividendes qui ne tomberont pas, mais sur les positions de retraite, grosso modo, il n'y a pas de baisse de revenus, alors que vous avez toute une partie de la population active qui, elle, n'est pas en mesure de travailler parce qu'il n'y a plus de contrats de courte durée, parce qu'il y a le chômage technique, etc. Donc, en fait, vous avez une situation où l'épargne qui est générée par cette crise, elle va être beaucoup plus positionnée du côté des seniors que du côté des actifs. Et là-dessus, je voudrais rebondir sur le propos que tenait l'autre jour Bruno Le Maire devant la Commission des Finances, où il disait que ce n'est pas d'épargne dont on a besoin, c'est d'investissement. Le seul problème, c'est que moi j'entends parfaitement ce discours qu'il faut mettre l'argent dans l'économie. Mais si ce sont les seniors qui ont la majorité du surpoids d'épargne, qu'est-ce qui va se passer chez les seniors? On leur a fait le coup de leur dire vous allez peut-être pas vous déconfiner avec les autres parce que vous êtes des populations à risque. Donc grosso modo, on leur a fait peur. Donc on a fait peur à ces gens-là et on va leur dire va falloir prendre des risques. Il faut être raisonnable, ça ne peut pas fonctionner. François, lui, il nous raisonne de manière très pratique. Il nous dit, voilà, moi, je suis dans une situation où je pense à mes petits-enfants et il pourrait même également penser à ses enfants. Donc, est-ce que je dois leur faire des placements intergénérationnels et lesquels? La vraie question qu'il y a, c'est est-ce que, à court terme, ces enfants ou ces petits-enfants, ils vont avoir besoin d'argent épargné, autrement dit, de l'argent qui servira plus tard, ou est-ce qu'ils vont avoir besoin d'argent à court terme? Et moi, je pense que dans les mesures que l'on a et que l'on devrait prendre dans la situation actuelle, c'est que l'on devrait aujourd'hui, quelque part, plaider pour des donations défiscalisées à très court terme pour redéplacer de l'épargne des seniors, l'épargne qui a été constituée pendant la crise, pour pouvoir la remettre au niveau des actifs, à charge pour ces actifs, soit de la consommer s'ils en ont besoin, soit de l'épargner dans le deuxième cas. Alors en pratique, s'il y a besoin de consommer, il va falloir donner de l'argent, on rappelle les règles, il y a notamment tout ce que l'on appelle les présents d'usage, donc les anniversaires, les fins de confinement, le fin de confinement, moi je suis désolé, c'est un événement exceptionnel. Donc on peut considérer qu'on a le droit de faire un chèque aux enfants et aux petits-enfants à cette occasion pour qu'ils aient de l'argent. Donc ça, c'est toute la démarche qui va permettre d'aider la consommation des actifs qui sont en difficulté. Maintenant, si on regarde les placements intergénérationnels, donc moi je plaide pour qu'on accroisse les abattements. Donc vous savez qu'on a des abattements de 31 865 pour des sommes d'argent si on a moins de 80 ans et si on donne à un majeur, ça c'est ce que l'on appelait auparavant les dons Sarkozy. Vous avez la possibilité de faire un don manuel, pensez à le déclarer d'un point de vue fiscal. Ça, c'est pour des sommes qui sont, entre guillemets, relativement faibles, même si 31 000 euros, pour plein de gens, c'est très, très important. Maintenant, si on va regarder les placements, vous savez, j'ai toujours dit que le livret A n'était pas un placement pour les enfants. Le livret A, c'est un placement d'épargne de précaution, donc c'est un placement pour adultes. Si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas besoin d'épargne de précaution. Le réflexe traditionnel que l'on a, c'est de vous proposer de l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, ça peut avoir son sens. Très sincèrement, l'assurance vie, pour moi, ça peut avoir son sens si on a un gamin qui a 15 ans, si on a un gamin qui a un nouveau-né. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Pourquoi?
parce que certes, vous avez un cadre fiscal qui est plus avantageux que sur le compte titre, mais vous avez des frais qui sont également nettement plus importants. Eh oui. Et si vous Qu'on va payez des payer frais pendant pendant 10 ans. 25 ans, Ouais. vous allez largement perdre votre avantage fiscal via le surpoids de frais. Et Donc, on entend aussi parler d'un autre placement qu'on peut ouvrir pour ses enfants. Et alors là, ça peut paraître très surprenant, mais c'est pas idiot. C'est un plan d'épargne retraite, même pour des enfants mineurs, parce que ça permet aux adultes, aux parents de défiscaliser. Et l'enfant pourra tout à fait débloquer son plan d'épargne retraite largement avant la retraite si c'est pour l'achat d'une résidence principale. Donc en plus, on maîtrise l'usage qui sera fait de cet argent puisqu'il sera dédié à l'achat d'une résidence principale. C'est pas idiot. Les parents défiscalisent et les enfants bénéficient d'une enveloppe pour acheter une résidence principale. Alors, premièrement, on rappelle juste qu'au moment de l'acquisition de la résidence principale, il y aura quand même une fiscalité. On n'est pas dans les cas de déblocage tels qu'on le connaissait, par exemple, sur le PERCO en épargne salariale. Juste, ce sujet-là, il est assez intéressant parce que c'est une proposition qui est faite par un certain nombre d'acteurs suite à la loi PACTE et donc au lancement du PER. Quand on discute avec la Direction générale du Trésor, aujourd'hui, la Direction générale du Trésor vous vend l'argument, c'est-à-dire ouvertement, ils vous disent, mais le PER peut être utilisé là-dessus. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit dans l'esprit de la loi. Et on n'est pas non plus tout à fait sûr que d'un point de vue juridique, le montage tel qu'il est fait, si vous alimentez, est-ce qu'il faut déclarer comme étant une donation, etc. Donc, ce montage-là, il existe. Attention, il peut y avoir un risque de requalification fiscale, mais effectivement, il est présenté par certains, voire même fortement promu par certains. Certains ont même dit que le PER était le nouveau plan d'épargne logement pour se constituer un apport personnel. Et le PER, pourquoi pas en ouvrir un pour vos enfants, du coup, dans cette période où la solidarité intergénérationnelle va être très importante. Merci beaucoup, Jean-François.